Bon, j'ai prévu cette vidéo depuis un bon bout de temps, mais j'avais envie aussi de faire ma version sur l'affaire. Alors avec ma script Julie qui m'aide sur les vidéos, on s'est mis au travail et on vous a fait une énorme enquête sur Jeffrey Epstein. Et notre histoire commence le 10 août 2019. Jeffrey Epstein vient de passer son premier mois de prison et l'homme purge une peine pour trafic sexuel de mineurs. Un trafic sexuel de grande ampleur entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Des centaines de mineurs, dites-vous, sont impliqués. Il est accusé de les avoir recrutés pour les mettre dans une servitude sexuelle absolue. Une servitude pour ses propres désirs à lui, ceux de sa compagne et de leurs invités et de ses nombreuses résidences. Mais bon, là on parle pas de n'importe quels invités. À vrai dire, chez le couple Epstein, on ne voit que du beau monde. Les plus riches, les plus connus et les plus célèbres. Les images publiques le montrent depuis de nombreuses années en compagnie du gratin mondain. Bill Clinton, Diana Ross, Mike Jagger, le prince Andrew, Donald Trump et même Stephen Hawking. Autant de personnalités qui se rendent chez Epstein pour faire la fête, profiter des cadres somptueux des résidences, des jacuzzis, son jet privé, et les nombreuses belles jeunes filles qu'on y croise. Pourtant, les autorités le connaissent pour trafic sexuel depuis 2005. Ce n'est pas la première fois que Epstein se fait épingler par la justice. La première fois, en 2008, il lui a échappé par un sombre accord entre son avocat et le procureur. Mais cette fois, en 2019, le scandale éclate et la justice ne peut pas échapper à ses obligations. Il est enfermé en attente de son procès pour trafic sexuel de mineurs. Ce matin du 10 août 2019, il est découvert à 6h30, mort dans sa cellule par des gardiens. Agenouillé sur le sol, un drap relie son cou à la barre métallique du lit. Aussitôt, les gardiens commencent alors à pratiquer les gestes de premier secours. Mais bon, même avec un massage cardiaque, il ne survivra pas à son suicide. À 6h33, sans réaction du corps, les gardiens alertent leur supérieur. Epstein s'est perdu. Transporté alors en urgence absolue à l'hôpital le plus proche, Jeffrey Epstein est déclaré mort à 6h39. Son cou présente des marques et le légiste estime qu'il a pu rester pendu entre 2 à 4 heures avant qu'on ne le découvre. La cause ? Un suicide. Un suicide qui a eu lieu dans une cellule de haute surveillance, que Epstein partageait avec un codétenu. Ce soir-là, il est transféré alors dans une autre cellule, sans qu'on ne lui donne d'explication. Les gardiens censés faire des rondes toutes les demi-heures ne sont pas passés pendant plusieurs heures. Comme par un mystérieux hasard, même les caméras de surveillance ne marchent pas dans cette partie du bâtiment le soir en question. Alors est-ce qu'on parle là d'un mystérieux hasard ou une coïncidence trop improbable pour être vrai? Quoi qu'il en soit, le procès de Jeffrey Epstein n'aura jamais lieu. Étrangement, le gars échappe encore une fois à la justice et ne comparaîtra jamais. Il emporte dans sa tombe alors toutes les réponses aux questions de l'affaire Epstein. Pourquoi entraînerait-il le plus grand réseau de trafic sexuel de mineurs des États-Unis? L'argent, le pouvoir, mais surtout, qui sont les noms des criminels qui ont participé en consommant toutes ces femmes? Et vous allez voir qu'on peut presque parler de clients à ce niveau-là. Y a-t-il parmi eux des noms si puissants pour faire assassiner un coupable impliqué dans une affaire du FBI? Bon, qui n'a jamais entendu parler en vrai de l'affaire Epstein en 2026? Je pense que vous êtes très nombreux à l'avoir vu, entendu passer. Moi le premier, beaucoup de chaînes YouTube et de chaînes télévisées en ont parlé. Je suis pas le premier du tout à traiter le sujet. Bon, je suis prêt à parier que même les moins informés des actus parmi vous ont une vague idée de qui est ce gars. Ce nom est désormais lié aux sordides accusations de trafic sexuel pédocriminel. Et pourtant, il n'est que l'arbre qui cache la forêt, ou la pointe de l'iceberg, car en réalité, sous le nom de Jeffrey Epstein, ce sont des centaines de prédateurs qui se cachent. Et alors le supposé suicide du gars dans sa cellule fait qu'il emporte du coup avec lui bien des noms qu'on connaît déjà pour certains, comme celui de sa compagne et complice, Ghislaine Maxwell. Mais d'autres restent inconnus, et qui sont sûrement prêts à tout pour ne pas apparaître publiquement dans les petits papiers de l'affaire Epstein. Politique, cinéma, business. Et aussi, on va le voir, du sexe et de la drogue. La débauche à outrance et la morale au tombeau. En réalité, quand j'ai mis les doigts en vrai sur le dossier avec Julie, je savais un petit peu en vrai à quoi m'attendre, dans quoi je m'embarquais. On a malgré tout appris des faits, des détails qui nous ont pas mal laissé sur le cul. Et bien évidemment, je fais pause tout de suite dans la vidéo pour vous préciser qu'on va aborder des sujets susceptibles de heurter la sensibilité de certaines personnes. On va parler d'agression sexuelle de mineurs, de viol et de manipulation psychologique. Et je précise que tous les noms que je vais dire ne sont pas judiciairement impliqués, ni même suspectés. Et ce dernier point est le plus important dans cette affaire, car c'est justement tout l'enjeu de ce qui éclate aujourd'hui. D'ailleurs, pourquoi le scandale est remis tout d'un coup en lumière en 2026? Quels noms encore sont impliqués dans ce réseau de pédocriminels les plus puissants du monde? Le temps finit-il par tout révéler? Bon, décortiquons tout ça ensemble, posez-vous tranquillement parce que je pense que ça va être assez long.
C'est parti. Jeffrey Edward Epstein naît à New York le 20 janvier 1963 à Brooklyn. Il vit dans une banlieue défavorisée et ses parents sont des gens modestes. Son père, Seymour George Epstein, est agent d'entretien des espaces verts pour la ville. Sa mère, Pauline Stolowski, travaille comme aide scolaire et femme de ménage. De confession juive d'origine de l'Europe de l'Est, la majorité des membres de la famille sont tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Seymour et Pauline se marient en 1952, un an avant la naissance de leur fils aîné, Jeffrey. 2 ans après, naît son frère, Mark Lawrence Epstein. Ils sont surnommés respectivement Bear et Puggy par leurs parents. Jeffrey Epstein apprend à jouer du piano à l'âge de 5 ans et il serait apparemment plutôt doué. À Seagate, la banlieue de Brooklyn où ils vivent, les Epstein sont appréciés du voisinage. Ils sont décrits comme des gens doux et d'une extrême gentillesse. Durant son adolescence, Epstein étudie au Lafayette High School de New York. Surnommé Happy, ses camarades le décrivent comme un nerd, juste un gars dans la norme quoi. Epstein est un ado assez tranquille, toujours plongé dans la science et l'informatique. Il faut dire qu'il est plutôt doué avec les chiffres. Et de l'ambition, il en a. Il est plutôt malin et il veut se tirer de tout ça. Alors à 18 ans, il intègre le département de mathématiques de l'université de New York. Et tout ça, il le fait sans passer l'examen d'entrée. Probablement en raison de sa brillante scolarité en la matière. Il y étudie alors 3 ans. Et pourtant, il n'obtient pas son diplôme qui correspond à la licence en France. Le gars se repose juste sur ses lauriers quoi. Bon, si t'es un malin qui n'a pas trop bossé à l'école, t'as déjà entendu ça. Mais par contre, sur son CV, il le met ce diplôme en maths. Il est spécialisé du coup mytho, hein. Ça commence bien. Bon, ça marche de fou en vrai qu'ils mettent ça. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. En septembre 1974, le mec se fait recruter comme prof de maths physique à la Dalton School, une école privée de Manhattan où sont scolarisés les enfants de puissants financiers. Et quand on connaît la suite de l'histoire, bon, je n'ose même pas imaginer, j'imagine que vous aussi, ce qu'il a pu faire à ses étudiantes. D'ailleurs, il fait déjà parler de lui à ce moment pour se comporter de façon assez inappropriée. Bon, certes, il est énergique, dynamique, ce qui le rend populaire auprès de ses élèves. Mais il est aussi un peu creepy. Le mec se balade dans les couloirs, manteau en fourrure, sur une chemise ouverte, collier en or sur le torse. Les étudiants le décrivent comme un personnage plutôt gênant. Et il est d'ailleurs toujours à la limite de la déviance en présence du genre féminin. Certains affirment qu'il flirtait ouvertement avec des étudiantes. En juin 1976, 2 ans après sa prise de poste, Epstein est congédié. Son contrat n'est pas reconduit officiellement pour performance insuffisante. En gros, le travail qu'il fournit ne répond pas du tout aux attentes de l'école. Sa chance, c'est d'être malin et de s'être infiltré à un bon endroit. Les parents de tous ses élèves sont des gens très bien placés, des gens riches qui travaillent majoritairement dans la finance, comme Alan Greenberg, avec qui il a sympathisé d'ailleurs. L'homme président de la banque d'investissement, Bear Stearns. Il lui dit qu'avec son intelligence, il pourrait voir au-delà de l'enseignement, même tenter sa chance dans la finance. Greenberg est tellement persuadé des compétences d'Epstein qu'il le recrute comme analyste financier. Jeffrey Epstein, dans notre partie de l'histoire, a maintenant 23 ans. Il entre dans ce monde hors sol et peuplé de requins, saupoudré de blanches, qui est celui de la finance. Et il est plutôt doué. Il fait gagner beaucoup d'argent à l'entreprise, et ça, c'est tout ce qui compte dans ce monde de requins. Et peu importe les méthodes. En à peine 4 ans, il est nommé, dites-vous, associé de la banque Bear Stearns. Mais il finit pourtant par être licencié en 1981, un délit d'initié. C'est-à-dire que le gars a utilisé les informations de la banque pour faire des opérations boursières et gagner des bénéfices. Greenberg dira plus tard qu'il a détourné des fonds vers des comptes à lui. Mais bon, ça ne l'arrête pas pour autant. Dans la foulée, il fonde une société de conseil internationale Asset Group. Epstein se vante d'être un chasseur de primes, d'aider ses clients à récupérer de l'argent volé par des courtiers frauduleux. Selon lui, sa société intervient parfois pour des instances officielles comme le gouvernement. Avec ses fonds, lui investit dans le gaz et le pétrole avec d'autres petits investisseurs. En 1982, il fonde une autre entreprise. Le gars ne s'arrête plus. Sa propre entreprise de gestion financière, G. Epstein SEO. À cette époque aux États-Unis, l'économie est florissante. Il est doué et il a tout compris. Il tombe au bon moment. Bref, vous l'aurez compris, tout lui sourit à ce moment-là. Il se voit confier la gestion d'actifs de clients pour des valeurs de plus d'1 milliard de dollars et pour voyager, il utilise un passeport avec une fausse identité. Marius Robert Fortelny, né le 30 juillet 1954 à Vienne. Une identité de gestionnaire autrichien habitant de Daman en Arabie Saoudite. À 32 ans, il gagne déjà beaucoup d'argent. Il rencontre Leslie Wexner, alors patron de Victoria's Secret, qui s'apprête à racheter Abercrombie. Il lui confie la gestion de sa
fortune. 4 milliards de dollars, dites-vous. Epstein devient son signataire. Il est donc légalement autorisé à signer au nom de Wexner, qui détient ces 4 milliards. Et Wexner lui fait une totale confiance. En plus de se montrer très généreux, il offre un avion à Epstein. Un hôtel particulier d'une valeur de 15 millions lui est même cédé pour $1 symbolique. Wexner lui finance un mode de vie luxueux. Certains proches de Wexner trouvent ça assez étrange par contre. D'où vient cet homme qui semble sortir de nulle part et capte les biens de Wexner? Pourquoi Wexner a-t-il autant confiance en Epstein et le couvre de cadeaux? Cet homme qui n'a pour lui que ses compétences avec les chiffres et son charisme mystérieux. Car au travail, comme dans la vie privée, Epstein se montre être un grand charmeur. En 1985, il attire l'attention d'un certain Robert Maxwell. L'homme est à la tête d'un groupe de presse international qui distribue partout dans le monde. Il veut proposer alors un deal à ce financier brillant aux méthodes un peu particulières. Ce qui l'intéresse particulièrement, c'est sa capacité à rendre l'argent intraçable. Et Maxwell a justement besoin d'argent d'une vente d'armes. Organisé par Israël, l'échange a lieu entre les États-Unis et l'Iran. Epstein accepte. Il voyage avec Maxwell muni de son faux passeport autrichien. Et si on le sait aujourd'hui, à l'époque, ça ne se sait pas du tout. Epstein a ensuite pour client Steven Hoffenberg. Son agence de recouvrement de créances, Tower Financial Corporation, a monté un système de Ponzi, la plus grande fraude financière de l'histoire américaine jusqu'à celle de Bernard Madoff. Steven Hoffenberg et plusieurs employés sont arrêtés et emprisonnés. Mais Jeffrey Epstein, lui, n'est pas du tout inquiété par la justice. En 1996, Epstein rebâtit son entreprise The Financial Trust Company et la délocalise. Et pas n'importe où bien sûr, sur l'île de Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines, un paradis fiscal. La plupart des clients de son entreprise sont anonymes. Ce n'est qu'à l'âge de 39 ans qu'il fréquente Ghislaine Maxwell. Née le 25 décembre 1961, Ghislaine a 30 ans. Elle est la petite dernière d'une fratrie de 9 enfants. Sa mère, Elizabeth Maxwell, est historienne française, spécialiste de la Shoah. Son père, vous allez me dire, c'est Robert Maxwell, celui-là même qui a employé les services d'Epstein quelques années plus tôt. Dans la lignée paternelle, aucun membre n'a survécu à Auschwitz. La famille évolue alors dans les cercles les plus puissants et fortunés du monde. Ils ont beaucoup de contacts très haut placés, jusqu'aux dirigeants politiques et les têtes couronnées comme celle de la famille royale britannique. À l'université, Ghislaine est scolarisée à Oxford où elle fréquente le prince Andrew. Alors, pour le replacer dans la famille, c'est le frère de Charles III, l'actuel roi, un des enfants d'Elisabeth II. Et on y reviendra, vous le verrez plus tard dans la vidéo, à ce fameux gars. On est alors maintenant en 1992 et Ghislaine va vivre à New York. Son père est décédé quelques mois plus tôt, l'année 1991, dans un accident. Le 5 novembre, il navigue à bord de son yacht, le Lady Ghislaine, dans les Hauts des Canaries. Son équipage le voit pour la première fois à 4h25 du matin, heure locale. Plus tard, dans la matinée, sans trace de lui depuis plusieurs heures, il le déclare disparu. Son corps est retrouvé flottant dans l'océan Atlantique. Aucune blessure particulière n'est constatée. Maxwell souffrait de problèmes de cœur et de poumons. L'enquête conclut alors qu'il est décédé d'une crise cardiaque suivie d'une chute accidentelle en mer. Une cause de mort par meurtre ou suicide est écartée. Même si des rumeurs courent de plus en plus, l'homme laisse derrière lui une énorme dette d'argent détournée. Se serait-il suicidé pour fuir ses créanciers? Son implication dans les ventes d'armes l'aurait-elle conduite à se faire assassiner? Ghislaine, elle, se dit certaine que son père a été assassiné. Elle dit même cette phrase-là, « Il ne s'est pas suicidé, c'est simplement incompatible avec son caractère. Je pense qu'il a été assassiné. » Bon, il est inhumé au Mont des Oliviers à Jérusalem devant les caméras du monde entier. Une cérémonie se déroule alors en hommage au service qu'il a rendu à l'État d'Israël, en présence du Premier ministre et des 6 plus hauts gradés des services secrets israéliens de l'époque. Le monde entier comprend que Robert Maxwell appartenait au service secret israélien. Et retenez bien cette info, elle aura peut-être de l'importance pour la suite. Ghislaine, à la mort de son père, n'est pas du tout préparée à la vie d'adulte fortunée qui l'attend. Elle ne pense qu'à faire la fête. Le business, c'est pas vraiment sa priorité quoi. En plus, leur père a légué de belles petites dettes à la famille. Bon, heureusement pour elle, la famille Maxwell a beaucoup de contacts. En 1992, elle s'installe dans l'appartement d'un ami au-dessus de Central Park. Elle travaille dans une agence immobilière de luxe sur Madison Avenue et continue de fréquenter la bourgeoisie citadine. Parmi ses fréquentations, des noms comme Ivana Trump, et oui, la première épouse de Donald Trump. En 1992, elle n'est déjà plus son épouse, ils se sont séparés 2 ans
ans plus tôt, en 1990. Ghislaine, accompagnée du beau monde, enchaîne beaucoup de soirées et les coupes de champagne qui vont avec. Des soirées que j'aurais sûrement détestées. On y retrouve des familles royales, financiers, mannequins, rockstars. Les boulards étaient sûrement de sortie à ce niveau-là. C'est au détour de l'une d'elles qu'elle rencontre Jeffrey Epstein. Il est charismatique et incarne un petit peu la figure paternelle qu'elle vient de perdre. Elle se fascine très vite pour lui, en devient même rapidement dépendante. Il faut dire qu'en plus d'être décrit comme charismatique, l'homme est un grand manipulateur. Lui, il comprend très vite qu'il a en face de lui une orpheline de père, une jeune femme fragile qui cherche alors à combler d'un vide. Alors il va tout faire très vite pour combler celui-ci. Cette jeune femme perdue qui a un très beau répertoire et un très beau patrimoine, au Jeffrey ça l'intéresse pas mal. Il l'invite alors à emménager dans son hôtel particulier, un lieu somptueux, décoré de façon opulente et luxueuse, et pour le moins insolite. Des tableaux de maître, des tapis, mais aussi un tigre empaillé. On aurait pu capter que le gars était pas clair dès le début. Il avait juste un tigre, voilà, comme ça en déco dans un coin. C'est pas forcément bizarre, très bizarre, Jovan, très bizarre. Le lieu de Manhattan devient the place to be pour le gratin. Se faire inviter par le couple, ça veut dire être validé en fait. Pourtant, les invités sont soigneusement sélectionnés. Des hommes d'affaires et leur épouse. Et ça, par Ghislaine elle-même. D'abord, elle les accueille. Un verre est servi, les invités sont installés autour d'une table, Ghislaine leur raconte à quel point Jeffrey est occupé par son travail, et ça donne donc aux invités la sensation d'être des privilégiés. Puis Epstein entre dans la pièce, entre en scène, et le petit jeu du couple fait son petit effet. Mais il n'y a pas que des hommes d'affaires qui sont invités à ce genre de soirée huppée à l'hôtel. Déjà, des photos témoignent de la présence de jeunes femmes. De nombreuses femmes entrent et sortent de la villa, parfois dévêtues. Certains clichés les montrent rendre des clés à Epstein. Dans le quartier, Epstein fréquente un bar français où travaillent beaucoup de jeunes filles. Jeunes, jolies, la plupart d'entre elles rêvent de devenir mannequins. Et il ne s'en cache pas. On le voit régulièrement accompagné de ces jeunes femmes, même Ghislaine est au courant, et pour elle, c'est grave ok. Elle-même fait la sortie des écoles, choisit et approche des jeunes filles qui pourraient plaire à son mari. Certaines n'ont que 14 ans. Cette stratégie est très simple, c'est de leur proposer en fait de l'argent facile pour venir masser Jeffrey Epstein. Vous n'êtes vraiment pas au bout de vos surprises. Beaucoup d'argent pour ces jeunes adolescentes, $300. En réalité, elle et son mari agissent en toute complicité. Et avec le temps, Ghislaine va même profiter sexuellement de ces femmes. Ensemble, ils vont élaborer un système pour satisfaire leurs plus sombres désirs. Et pas uniquement les leurs. Depuis la fin des années 1990, combien de jeunes femmes ont été victimes de cette exploitation sordide? Bon, pour le moment, personne ne sait encore ce qu'il se passe entre les murs de l'hôtel particulier. Enfin, c'est une façon de parler en vrai. Personne, sauf les invités du couple Epstein-Maxwell, et aussi les victimes. Alors attention, je préviens toutes les personnes qui sont susceptibles à ce genre de sujet de quitter la vidéo si vous le voulez, parce que là on va parler de ça de façon approfondie. On va parler d'exploitation, de violences sexuelles et psychologiques sur des humains. Promesse de Ghislaine. Mise en confiance par une autre femme, elle tombe dans un véritable piège. Le piège se referme entre les murs de l'hôtel particulier, mais aussi dans les différentes résidences de Jeffrey Epstein. En 1990, il achète une somptueuse villa de 1300 mètres carrés à Palm Beach, en Floride, pour la modique somme de $20 millions, dans une ville où les fortunés vont passer l'hiver et leur retraite au soleil. Les plus puissants, qui s'invitent les uns chez les autres, se côtoient et lient des amitiés au fur et à mesure. Les Kennedy, John Lennon y ont eu des résidences dans le passé. Le voisin de l'époque de Epstein n'est autre que Donald Trump. En 1998, Epstein achète aussi $8 millions l'île de Little St. James dans les Caraïbes. Un demi-kilomètre carré de rochers qui émerge de l'eau bleue, inaccessible sans un bateau ou un avion, un jet ou un hélicoptère. Bien sûr, tout est prévu sur place. Toutes les installations nécessaires pour faire accoster les bateaux, atterrir les jets et les hélicos. Résidence principale de 10 pièces, 3 bungalows d'invités, une marina et une piste d'atterrissage. Sans parler de la piscine et des jacuzzis. Pas de touristes, pas de regards indiscrets. Puis en 2001, il se construit un pied-à-terre de 800 mètres carrés à Paris pour $8 millions, dans lequel il passe plusieurs mois par an, toujours en compagnie de nombreuses jeunes femmes. Des femmes qui sont invitées dans les villas, quitte à les y conduire à bord de son jet privé. Un jet que la presse surnomme le Lolita Express. Les services secrets américains, eux, le surnomment Air Fuck One, une référence au jet présidentiel Air Force One. Et les jeunes femmes qui montent à bord ne le savent pas encore, mais elles sont condamnées. Elles sont livrées à des orgies pour servir le couple et ses invités. Des invités qui ne sont autres que les puissants.
parfois à bord même du jet. Tout le monde est invité par Epstein et Maxwell à se livrer à des sévices sur elle. Même la pilote du jet, dont on reparlera plus tard, est impliquée. Epstein lui demande de pratiquer des actes érotiques, parfois avec des sextoys, sur des femmes qu'il conduit à bord. Les victimes témoignent être livrées à tellement de monde qu'elles n'arrivent pas à retenir tous les noms. Parmi elles, Virginia Roberts. Elle est approchée par Ghislaine dans les années 2000, alors qu'elle travaille dans un spa privé de Donald Trump. Pardon, j'ai pas précisé son âge. Elle a 14 ans. Quand elle la recrute, Ghislaine la forme. Et pas uniquement à l'art du massage. Non, ce serait trop simple évidemment. Elle lui apprend les préférences sexuelles d'Epstein, comment lui faire une fellation, etc. Comment se soumettre à son désir, à être serviable mais aussi austère. Elle la conditionne à devenir une véritable esclave sexuelle, une esclave pour le maître de maison, Jeffrey Epstein. Ces gens-là me donnaient constamment des ordres. Ma vie entière tournait autour du simple fait de leur plaire et de rendre Ghislaine et Jeffrey heureux. Leur vie entière était centrée sur le sexe. Et Ghislaine n'est pas la première à participer. Le couple se livre à une consommation frénétique de sexe. Une vie de débauche quoi. Il leur faut toujours plus de femmes. Epstein exige 3 orgasmes par jour. Il se vante même, dites-vous, d'avoir eu des relations avec une trentaine de jeunes femmes. Oui, on parle là d'adolescentes. Pendant les soirées, les hommes profitent du spectacle. Ghislaine, sa femme aussi. Et pour toujours satisfaire leurs désirs, le couple payait certaines d'entre elles pour recruter autour d'elles d'autres filles. Progressivement, le couple se fait un véritable réseau de mineurs, recrutés dans les salons de massage, les bars, etc. Et le couple a aussi des contacts, dont les agences de mannequins par exemple, des assistants, associés, collaborateurs qui ramènent parfois des dizaines de filles à Epstein. Et ça, comme on va le voir, jusqu'à Paris. Tout est programmé pour un rendez-vous avec Epstein. Un massage pour 300 $? Le rêve. Un rêve qui se transforme très vite en cauchemar. Celles qui sont piégées finissent toutes exploitées sexuellement, jusqu'à ce qu'elles soient estimées trop âgées. En réalité, la plupart ne sont encore que des enfants, de très jeunes filles de 14, parfois 13 ans. Lui se montre un dominateur cruel. Les massages, puis la nudité. Ensuite, les attroupements et les services sexuels contraints, mais aussi des services physiques, comme des mutilations à la lame. Les premières plaintes contre Epstein sont déposées dès 1994. Curieusement, les autorités ne semblent pas se soucier de ce qui se passe chez l'homme d'affaires. Pendant de nombreuses années, les viols et les orgies criminelles sont organisés par le couple Epstein-Maxwell. Il faut attendre presque 10 ans avant les premières plaintes pour que l'affaire bascule. Nous sommes à Palm Beach, en Floride. Le 14 mars 2005, un appel est passé au commissariat de la ville. C'est une mère de famille complètement paniquée. Sa fille, adolescente de 13 ans, s'est battue dans la cour de l'école. Sur elle, on retrouve 300 $ en liquide. Elle explique qu'on lui a donné cet argent en échange d'une visite chez un homme riche, même très riche en fait. Mais quand je dis visite, non, pas uniquement. En fait, on lui a promis ces 300 $ en échange de massages. Des massages qui ont conduit des services sexuels. Aux États-Unis, on ne rigole pas du tout sur des affaires de délinquance sexuelle sur mineurs. Et la mère de famille donne une adresse précise. Après vérification, les autorités trouvent facilement l'identité du propriétaire, Jeffrey Epstein. En interrogeant la jeune fille, les enquêteurs découvrent qu'elle n'est pas la seule victime. Elle-même a recruté 2 de ses copines. À force de remonter les témoignages, ce sont plusieurs dizaines de jeunes filles qui témoignent. Aux enquêteurs, elles livrent toutes le même témoignage, ce qui laisse peu de doute quant à la véracité des faits. Appâtée par Ghislaine, elle les invite et leur propose de l'argent contre un massage de son mari. Lui arrive déjà nu sous sa serviette. Une table de massage est à disposition sur laquelle il s'allonge sur le ventre. Puis il leur demande de se déshabiller pendant que lui se masturbe. Il sollicite ensuite des faveurs sexuelles. Parfois, il ne prend même pas la peine de demander et les touche sans leur consentement. Il arrive que celle qui refuse soit prise de force. Les enquêteurs découvrent aussi l'implication d'une complice. Cette femme, qui n'est autre que sa compagne, est associée. Ghislaine Maxwell. C'est évident qu'elle rabat les jeunes filles en abusant de leur candeur. Un véritable système de recrutement, organisé, froid et surtout calculateur. Elle visite les salons de massage, les agences de mannequins. Et tout ça avec un seul but, elle est à la recherche de profils précis et similaires. Des filles vulnérables, marginales, isolées de leur famille. Des filles fragiles qui ne peuvent pas finalement se défendre face aux puissants. Elle promet de beaux billets si on fait ce que Jeffrey veut et demande. Face à une autre femme dans le besoin, ces jeunes filles sont moins méfiantes.
En plus d'être un scandale sexuel, c'est aussi un scandale moral. L'exploitation des classes les plus fragiles par les puissants. La complicité de Ghislaine Maxwell et l'ampleur des témoignages font alors basculer l'enquête. Pour la justice, il ne s'agit plus d'agression sexuelle, mais d'un véritable trafic de mineurs. Et les enquêteurs comprennent qu'il dure depuis maintenant presque 10 ans. Face au nombre de témoignages crédibles et concordants, l'étau se resserre alors autour d'Epstein. La cohérence des témoignages des jeunes filles va jusqu'à la description détaillée des parties génitales d'Epstein. Et ça, qui irait l'inventer franchement? En 2006, les autorités locales alertent alors le FBI. Une enquête fédérale est ouverte. L'opération Leap Year commence. Epstein alors est convoqué et interrogé. Mais il exerce son droit à ce moment-là de garder le silence. En parallèle, son domicile est perquisitionné. La villa alors de Palm Beach est fouillée. L'hôtel particulier à Manhattan aussi. Les agents fédéraux trouvent un coffre-fort verrouillé qui contient des DVD. Tous sont étiquetés avec des titres plutôt explicites. Jeunes, nus d'hiver 1 ou encore photos de filles nues. Sûrement la vidéo la plus dure à tourner. Les enquêteurs découvrent aussi des photographies de jeunes femmes, toutes dénudées, parfois nues, accrochées un peu partout dans la maison. Au fond d'une poubelle, un bout de papier les intrigue. C'est un bon de commande pour des livres. Mais comment dire des livres sur un sujet bien spécifique. La domination sexuelle et le sadomasochisme. En gros, comment mettre en servitude des esclaves sexuels et devenir un bon petit dominateur. Le 23 juillet 2006, Epstein est inculpé, accusé de 32 agressions sexuelles sur mineurs. Il risque entre 45 ans et la perpétuité. Les faits l'accablent, l'opinion le pense condamné. Et face aux accusations, le gars prend évidemment les meilleurs avocats. Et oui, il en prend plusieurs pour se défendre. Il a la thune en vrai pour se le permettre. Contrairement aux citoyens lambda qui écopent du commis d'office. Parmi eux, Alan Dershowitz, l'avocat de Orenthal James Simpson, plus connu sous le nom de O.J. Simpson. En 1994, le sportif avait été accusé d'avoir assassiné son ancienne épouse et un de ses amis à elle. L'armée d'avocats de Epstein, payée à coups de milliers de dollars, négocie avec le procureur. Alexandre Acosta, et retenez bien ce nom, le procureur Acosta est lui-même un ancien collègue des gars avec qui il négocie. Ils ont tous travaillé pour un cabinet d'avocats, le cabinet Kirkland & Ellis. C'est à la villa de Palm Beach qu'ils se retrouvent et passent leurs accords finaux. Un accord final sur lequel on est loin d'avoir le mot de la fin. Le jour du procès, le 30 juin, les victimes elles-mêmes n'en sont même pas informées, ce qui les empêche donc factuellement de préparer leur défense. Alors même qu'une loi l'impose dans un état comme la Floride, réputé pour sa sévérité en matière de crimes sexuels. Bizarre tout ça. Le procureur Acosta accepte un accord de non-poursuite parfaitement légal aux USA. Il demande que Epstein reconnaisse un délit mineur en échange d'une peine allégée et de la promesse de ne jamais impliquer Ghislaine Maxwell, sa compagne, pourtant complice. Les 32 accusations d'agression sexuelle sur mineurs sont réduites à 2 chefs d'inculpation pour sollicitation d'une prostituée mineure. Avant même l'annonce du verdict, le sort d'Epstein est joué. 18 mois de prison à effectuer à la prison de Palm Beach. Il est aussi classé au fichier des délinquants sexuels. La défense et les victimes sont complètement sous le choc. La peine est dérisoire, aberrante comparée à ce qu'il a fait, comparée au nombre de vies qu'il a détruites. Parce que oui, des personnes victimes de ces atrocités ont eu leur vie détruite. Ce qu'il a vraiment pris, c'est vraiment une petite tape sur le doigt, quoi. Horrible pour les victimes. L'accord qui fait aussi tomber l'enquête du FBI. Sans parler des conditions dont il bénéficie au centre de détention de Palm Beach. Il est autorisé à sortir, juste 6 jours par semaine pour se rendre au travail. Des assistantes lui rendent même visite en prison. Une certaine Nadia Marchinkova vient le voir plus de 50 fois. En réalité, c'est la pilote de son jet privé, rappelez-vous. Elle aussi est à la fois esclave et victime d'Epstein. En 2009, après 13 mois de prison, Jeffrey Epstein est autorisé à sortir en liberté conditionnelle. En sortant, il dit vouloir tourner la page et écrire un nouveau livre. Alors pour l'occasion, il déménage aussi. Il s'installe cette fois-ci principalement sur son île isolée, à Little St. James. Accompagné de Ghislaine, il se met un peu en retrait. Ils n'apparaîtront plus jamais ensemble publiquement d'ailleurs. En revanche, ça ne va pas du tout les empêcher de faire venir des invités sur leur île, y compris les très jeunes femmes dont raffole le couple. De toute façon, Epstein sait que personne ne peut s'introduire sur l'île. Personne d'autre que ses invités et ses employés.
le monde extérieur ne peut rien voir de ce qu'il se passe réellement sur Little St. James. Et autant vous dire que ce qui s'y passe reste bien caché là-bas. Aucun des milliardaires et des puissants, aucune des vedettes et des stars. Personne ne va témoigner publiquement des orgies monstrueuses qui s'y déroulent et auxquelles certains, eux, participent probablement. Ce sont tous là des complices silencieux qui ne partagent absolument pas les horreurs qu'ils ont vues. C'est justement tout l'enjeu actuel là de l'affaire Epstein. Des milliardaires, des hommes politiques, des scientifiques, Virginia Roberts, la jeune esclave du couple, est forcée de se soumettre à d'autres partenaires. Des gens puissants, des politiques et des têtes couronnées. Des membres de la royauté même. Autant de noms qui sont comme des bombes si elle les révèle. Comme le prince Andrew, le frère de l'actuel roi d'Angleterre. C'est un ami de longue date du couple Epstein-Maxwell. Ils ont l'habitude, à vrai dire, de passer des vacances et des week-ends ensemble. Epstein, même s'il se fait plutôt discret, il a un jet privé et il le prend pour se rendre de résidence en résidence. Et en décembre 2010, il est à son hôtel particulier de Manhattan. Le prince Andrew est invité quelques jours. Alors que Epstein a déjà été condamné pour sollicitation de prostitution d'une mineure, on y voit aussi défiler des stars de l'époque, comme Katie Couric et Woody Allen. À Little St. James, on retrouve des invités comme Bill Clinton. Les carnets de bord du jet de Epstein indiquent qu'il est venu à plusieurs reprises à bord du Lolita Express. Et pas une fois ou deux, non, 27 fois précisément. Et à chaque fois, le journal de bord prouve qu'il était accompagné de filles mineures. L'ancien président, déjà entaché par l'affaire Lewinsky, nie avoir eu des rapports inappropriés avec des jeunes femmes. Pourtant, son nom apparaît dans les petits papiers de la tête du plus grand réseau pédocriminel des États-Unis d'Amérique, aux côtés de celui de Kevin Spacey et Chris Tucker. En septembre 2002, ils se sont tous les trois rendus avec Epstein en Afrique, officiellement pour soutenir la lutte contre le sida. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2017, Spacey sera accusé d'agression sexuelle dans une autre affaire. À l'époque, ça le conduit carrément à se faire dégager de House of Cards. Mais nous ne sommes encore qu'en 2011 dans l'affaire Epstein. Mais comme pas mal d'affaires, tous ces noms que je peux vous raconter là ne vont surgir que progressivement au gré des enquêtes. Vous le découvrirez de toute façon par vous-même. Et si certains, il est vrai, leak, combien reste encore inconnu. En 2010, personne ne peut voir ce qu'il se passe sur Little St. James. Chacun en vrai fait sa vie là-bas. Certains invités viennent juste déjeuner ou dîner et repartent. Mais tout le monde se tait. Et Epstein, lui, se fait petit sur son île paradisiaque. Il veut faire oublier les 32 agressions sexuelles sur mineurs auxquelles il a échappé de justesse. Je fais juste pause 2 secondes, mais comment on peut laisser un humain avec 32 agressions sexuelles à son actif en liberté? Évidemment qu'il va récidiver, le gars. C'est de la pure logique là, la justice. Des fois incompréhensible en vrai. Bon, c'est frustrant, mais vous l'aurez vu, ouais, Epstein est très écarté de ces accusations, et pour ça il investit aussi dans les nouvelles technologies. Un secteur qui lui permet du coup de changer de fréquentation, de tenter de faire un peu peau neuve quoi, de redorer un petit peu son image. C'est pour ça qu'il le fait en vrai. Il se fait un nom, rencontre les plus grands comme Jeff Bezos et Bill Gates. Il fait aussi de grosses donations aux bonnes œuvres. On voit bien qu'il veut se racheter l'ordure. Il fait plein de dons aux associations de recherche pour l'évolution de la science, bref, au service de l'humanité quoi, le gars, à Skip. Il fait ça voilà, juste afin, histoire de blanchir son image quoi, et son nom. Il fonde aussi la fondation Jeffrey Epstein VI, une fondation destinée à financer des recherches dans les domaines des sciences et de l'éducation. Une fondation pour la sauvegarde des océans créée à son initiative. À partir de 2015, elle se retire largement de la vie mondaine. Le couple cherche carrément à se faire passer pour des bienfaiteurs. Il gagne aussi un peu la confiance et pense que ces histoires d'accusations d'agression sexuelle vont être très vite oubliées. Probablement que le gratin a pu se faire acheter par la loi du silence et quelques billets. Quant à l'accord passé entre les avocats d'Epstein et le procureur, il le met effectivement à l'abri de quelques poursuites judiciaires. Le procureur Alexander Acosta, qui en 2017 est nommé ministre du Travail par Donald Trump, qui vient de se faire élire président. Mais les journalistes, eux, n'ont pas pour autant enterré l'affaire, d'autant qu'en 2017 éclate un autre scandale sexuel, celui de Harvey Weinstein. Les accusations contre le procureur déclenchent une déferlante de témoignages d'agressions sexuelles. Le hashtag MeToo délivre alors la parole des victimes. Progressivement, c'est la peur qui change en fin de camp. Même si, pour le moment, l'opinion publique a un peu oublié Epstein.
En 2018, Julie Brown met sur le devant de l'actualité le nom de Jeffrey Epstein. Elle vient de passer 10 mois à reprendre l'enquête, creuser la moindre piste des rapports de police de 2005 à 2007. Et après les avoir identifiés, elle rencontre aussi les victimes et les encourage à parler. Le 28 novembre 2018, la bombe est lâchée. Une série d'articles relate les témoignages de plusieurs victimes. En première ligne, Virginia Roberts. Et elle n'hésite pas à révéler le moindre détail, ni même à citer le nom de Ghislaine Maxwell. Ce qui permet d'ailleurs au FBI d'ouvrir à nouveau l'enquête. Epstein est alors arrêté le 6 juillet 2019 à New York. Le FBI l'interpelle à la descente de son avion alors qu'il revient tout juste de Paris. Cette fois, il semble ne pas pouvoir échapper à son procès. La justice américaine ne veut pas le laisser filer à ce moment-là. Surtout que cette fois, le monde entier se rend compte à quel point la justice a merdé en 2008. Le nouveau procureur de Floride n'hésite pas à annuler l'accord passé par son prédécesseur. Les avocats d'Epstein proposent une caution à 100 millions de dollars pour sa liberté conditionnelle. Mais le procureur refuse. Il faut dire que le mec a la fortune, les contacts, bref, le pouvoir de fuir absolument où il veut. Epstein a des propriétés immobilières des États-Unis à Paris, en passant par le Nouveau-Mexique et les îles Vierges. Et cette fois, pas de transigence non plus sur les chefs d'inculpation qui sont très graves. Organisation de trafic sexuel et organisation de trafic sexuel de filles mineures de 2002 à 2005. Peu de temps après l'annonce de son arrestation, le ministre du Travail, Alexander Acoste, présente sa démission. Trump, lui, est connu pour avoir fréquenté Epstein. Il y a d'ailleurs des vidéos et des photos d'eux complètement disponibles où on peut les voir apparaître ensemble complètement en public depuis les années 90. Interrogé en 2010 sur ses relations avec le président, Epstein reconnaît d'abord connaître Trump. Puis, il se voit poser une question par l'enquêteur. Avez-vous côtoyé le président en présence de femmes en dessous de 18 ans ? Immédiatement, il invoque le 5e amendement qui permet à tout citoyen américain de refuser complètement de témoigner contre lui-même. En gros, il refuse de répondre quoi. Une procédure qu'il évoque de nombreuses fois, notamment quand il s'agit de protéger ses complices. En 2019, pourtant, de nouvelles pièces sont découvertes par les perquisitions des domiciles d'Epstein. Comme une vidéo où l'on voit Trump faire la fête dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride avec Epstein. La vidéo montre également Trump qui attrape une jeune femme plutôt, par la taille et la tire contre lui, avant de laisser descendre sa main sur ses fesses. Mais à ce moment-là, lui, Trump, lâche publiquement Epstein. Il jure devant tout le monde, devant la presse, les médias, qu'il ne le fréquente plus depuis plusieurs années déjà. Certes, il l'admet. Il le connaît comme tout le monde un peu le connaît finalement à Palm Beach. Mais il ne l'apprécie pas et a cessé de le fréquenter. Il déclare aussi être désolé pour son ministre du Travail, Alexander Acosta. Il le considère comme un excellent ministre qui n'aurait pas été le seul responsable de l'accord dont bénéficiait Epstein en 2008. Les journalistes, eux, veulent savoir ce qui a brouillé les deux hommes, notamment s'il y a un lien avec l'enquête criminelle en cours. Mais Trump, au lieu de répondre, demande à ses conseillers de faire sortir les journalistes. Et les documents témoigneront plus tard effectivement d'un éloignement. En 2001, accusé d'avoir eu des rapports avec une mineure, Epstein est interdit d'accès à la propriété de Donald Trump à Mar-a-Lago. Mais alors pourquoi cette propriété spécifiquement ? Eh bien parce que l'accusatrice est une des membres du personnel de Trump dans la résidence. En gros, promis, oui, il a fréquenté Epstein durant les années 1990 jusqu'au début 2000. Mais promis, c'est fini quoi. Pourtant, en 2002, alors qu'ils sont censés être fâchés, Trump tient ses propos devant des journalistes. Je connais Jeff depuis 15 ans. Un type génial. C'est un plaisir de passer du temps avec lui. On dit même qu'il aime autant les jolies femmes que moi. Il les préfère plutôt jeunes. Pire, en juin 2016, une femme dépose plainte au tribunal civil. Elle accuse Epstein et Trump, pas encore président à cette époque-là, de l'avoir violée en 1994. Elle avait 13 ans. Et ce, de manière répétée. Elle affirme avoir été attachée à un lit, battue, et menacée si elle parlait de quoi que ce soit. Epstein, lui, ne s'est jamais caché être ami avec Trump. Il en est même plutôt fier et a une photo d'eux encadrée sur son bureau. Pourtant, les fouilles du FBI vont révéler une vérité encore plus sordide et complexe que ça. Le visage d'un Epstein complètement sociopathe, incapable d'avoir ne serait-ce que des amis, et qui a peut-être des motivations plus profondes que la luxure de l'argent avec ce trafic. Sur les lieux de perquisition, il découvre des systèmes de vidéosurveillance qui rivalisent avec celui de Love Story. Les pièces des résidences de Epstein abritent un réseau de caméras qui lui permet de voir tout ce qui se passe, partout
tout le temps. Il sait tout. Absolument tout. Des petits centres de contrôle avec des écrans de surveillance sont même installés dans des placards, avec les écrans qui diffusent les images en direct. Les parties fines sont filmées, enregistrées et gravées sur DVD. Des milliers de DVD où de nombreuses filles apparaissent. En plus d'être un criminel sexuel, prêt à tout pour asseoir sa domination sur les hommes les plus puissants que lui, il a des dossiers compromettants sur absolument tout le monde. Une méthode digne de celle du KGB durant l'URSS en vrai. La méthode dite du compromat. Posséder des documents compromettants et les utiliser pour nuire à quelqu'un. Faire du chantage, en gros pour la faire plus simple quoi. Face aux images, une question alors se pose aux enquêteurs. À quoi ces images servent-elles en fait? Et qui sont toutes ces personnes sur les bandes? Qui sont les victimes, mais aussi les agresseurs dans tout ça? Est-ce que les invités savent que les caméras de surveillance les observent dans chaque pièce? Chambre, mais aussi WC, salle de bain, et j'en passe. Une chose est sûre, Epstein détient des informations et des images compromettantes sur pas mal de monde. Certaines théories vont jusqu'à faire de lui un informateur des services secrets internationaux. Carrément, le truc va hyper loin. Bon, après tout, son beau-père, Robert Maxwell, collaborait avec les services secrets d'Israël grâce à son empire de presse international. Les autorités savent que Epstein a été missionné par Maxwell dans le passé. Ghislaine aurait pu alors conserver quelques contacts de son père à qui elle livre des informations. C'est très louche quand même. Le couple aurait-il piégé tous ces puissants en leur offrant des jeunes filles pour les faire chanter, raison pour laquelle Epstein aurait échappé à la justice la première fois. En 2019, une journaliste rapporte des propos tenus par Alexander Acosta, le procureur ayant accordé un accord à Epstein en 2008. Il aurait déclaré qu'on lui a conseillé de laisser Epstein tranquille car il appartenait au service de renseignement. Bon, vous inquiétez pas, on reviendra sur ces documents qui paraîtront une dizaine d'années plus tard à ce propos. Mais en 2019, les rapports du FBI ne mentionnent aucun élément qui confirme des liens avec des agences de renseignement. Aucune procédure judiciaire liée à la sécurité nationale n'est engagée lors des procès d'Epstein. Epstein lui-même ne se cache pas de toutes les images qu'il détient, ce qui est assez incohérent en vrai s'il est réellement un informateur des services secrets. Il s'en vante à un journaliste du New York Times dès 2018 et affirme pouvoir nuire à beaucoup de gens riches, connus et surtout très puissants, notamment en détenant des informations sur leurs pratiques sexuelles et leur consommation de stupéfiants. Vidéo à l'appui. Des vidéos majoritairement détruites à son arrestation par ses proches, malgré certaines bandes que l'on pense avoir subsisté entre les mains de Ghislaine Maxwell. Heureusement, lors de leur perquisition, les agents saisissent un carnet d'adresses daté de 2005. Le carnet est rapidement surnommé le Petit Livre Noir, un répertoire de tous ses contacts classés par catégorie de famille, amis, connaissances. Des noms connus, très connus. Bon, d'autres un peu moins, mais toujours des gens puissants. On trouve aussi des salons de massage autour de ses résidences, les agences de mannequinat. Jeffrey Epstein, lui, n'aura pas le temps d'en révéler plus. Incarcéré dans une prison de haute surveillance, le 23 juillet 2019 à 1h30, il est retrouvé à moitié inconscient dans sa cellule. Comme il présente des ecchymoses au cou, on suspecte une tentative de pendaison. Mais les autorités n'excluent pas pour autant d'autres hypothèses, comme une sorte d'agression déguisée par une mise en scène. Epstein, quand il reprend ses esprits, affirme qu'il a été attaqué. Après cet incident, la surveillance renforcée autour de lui est renforcée. Le 10 août 2019, après un mois de prison, Epstein est déclaré mort à 6h39 du matin. Officiellement, il s'est pendu alors que les gardiens manquaient à leur obligation de surveillance et que son codétenu n'était pas là et que les caméras ne marchaient pas non plus. La prison manquait-elle alors de personnel ce soir-là et de moyens à ce point? Très bizarre quand même, on parle quand même de Jeffrey Epstein, quelqu'un qui est censé être hyper surveillé H24. Bon, est-ce trop gros alors pour être un enchaînement de faits sans aucun lien? J'ai du mal à y croire. À l'annonce du suicide d'Epstein, le directeur de la prison est muté. Les gardiens sont accusés de s'être endormis et d'avoir falsifié des rapports pour cacher leur faute. Mon petit doigt me dit que ça me paraît très gros tout ça. Un mandat d'arrêt est aussi immédiatement émis contre Ghislaine Maxwell. La dernière qui peut encore parler, c'est elle. L'opinion, elle, n'adhère pas à la thèse du suicide. Le médecin légiste, qui effectue une autopsie sur le corps d'Epstein, lui-même affirme que ce soit probable qu'il s'agisse en fait d'un homicide. Il signe pourtant l'acte de décès en faveur du suicide. Bon, étonnant. Un autre légiste est engagé par la famille pour expertise, et pas n'importe qui. Michael Baden. Il a présidé le groupe de médecine légale lors de l'enquête sur l'assassinat de John Kennedy. Et même lui aussi affirme que la mort d'Epstein ressemble plus à un homicide
qu'à un suicide, en raison en fait de l'écrasement du larynx qui selon lui n'arrive pas du tout lors d'une pendaison mais d'un étranglement. La trace autour de son cou aurait aussi eu des similitudes avec une corde fine et non pas un drap. Le médecin va même sur des plateaux télé pour affirmer que la mort d'Epstein n'est vraiment pas du tout un suicide. Pour lui, il n'y a aucun doute qu'il s'agit d'un homicide. Quelqu'un a tué ce soir-là Jeffrey Epstein dans sa cellule. Mais les autorités judiciaires, elles, retiennent le suicide par pendaison. Et fin de l'histoire. Tout simplement. Est-ce que sa mort rapide n'arrange-t-elle pas là certaines personnes haut placées? Très haut placées. Bizarre. Le corps d'Epstein est alors inhumé à Palm Beach en décembre 2019. Le seul présent est son petit frère. Personne n'ose trop se montrer à la cérémonie. Et on comprend en vrai. Même dites-vous que Ghislaine est absente à ce moment-là. Tout simplement, parce qu'elle est en cavale avec le mandat d'arrêt contre elle. Pas parce qu'elle n'a pas voulu venir, non. J'imagine qu'elle aurait voulu. Et comme par hasard, tous les puissants contacts de son défunt mari viennent de le lâcher. Personne ne pleure trop la mort d'Epstein. En tout cas, en public quoi. Sa mort qui annule beaucoup des plaintes de l'affaire. Epstein emporte alors dans sa tombe les sombres secrets des orgies de ses villas de luxe. Et surtout le nom des invités les plus prestigieux, les plus puissants. Les puissants qui peuvent tomber en un battement de cils si on découvre leur nom associé à ces parties fines et criminelles. L'opinion publique n'est pas dupe, les enquêteurs non plus. Ils continuent à traquer Ghislaine et détiennent le petit livre noir qui contient le répertoire d'Epstein. Des centaines de pages avec des milliers de noms, dont de nombreux noms d'hommes les plus puissants des États-Unis. Un carnet qui n'est qu'un carnet d'adresses et pas une liste de criminels désignés d'office, mais parmi lesquels se trouvent probablement beaucoup de personnes impliquées dans le trafic d'Epstein. À l'été 2019, le document leak publiquement. Tout le monde tremble, mais personne ne veut parler pour autant. Ce que les enquêteurs observent, c'est qu'en plus des puissants américains, une autre nationalité est représentée dans le petit carnet noir. Dans la liste de noms se trouvent de nombreux contacts français, des figures de la noble et même des nobles français. Dans le carnet, le nom de Jean-Luc Brunel attire l'attention des enquêteurs. Patron d'une agence de mannequins parisienne, il connaît le couple Epstein-Maxwell depuis près de 30 ans maintenant, connu pour avoir révélé, entre autres, Naomi Campbell. Son métier, c'est précisément de caster les plus belles jeunes filles pour les lancer dans le secteur de la mode. En plus, il est voisin de la résidence parisienne d'Epstein. Ils se rendent visite l'un et l'autre en gros. Et même bien plus, en 2004, Brunel a ouvert à Miami une agence de mannequins pour laquelle Epstein lui a donné $1 million. Malgré la mort d'Epstein, les enquêteurs continuent quand même et n'arrêtent pas d'investiguer sur le sujet. Ils s'aperçoivent que les jeunes mannequins recrutés par Brunel sont ensuite logés dans un appartement du nom du frère d'Epstein. Sur place, on fait comprendre alors aux filles qu'il ne faut pas être farouche, que lui et Epstein sont des gens importants et qui peuvent peser dans leur carrière. L'agence aurait-elle alors été en réalité un outil de recrutement de jeunes femmes pour Epstein? Combien de personnes encore auraient joué les proxénètes? D'autant plus que les enquêteurs ont en leur possession une pièce à conviction trouvée lors des perquisitions de Palm Beach en 2005. Un message pris par une employée de maison laissé par Brunel à Epstein. Il a trouvé une professeure de russe pour vous apprendre à parler russe. Elle a 2 fois 8 ans, n'est pas blonde et à votre disposition dès aujourd'hui, si vous le souhaitez. Brunel fait dire par ses avocats qu'il n'a jamais servi de rabatteur à Epstein et ne sera jamais inculpé malgré une enquête ouverte par la justice française sur l'affaire. Pourtant, le passé est loin d'en avoir fini avec toutes les personnes impliquées. Dès 2019, face au déni de Brunel, de nombreux mannequins prennent la parole et affirment avoir été victimes de ces agressions. Les plus anciens témoignages mentionnent des agressions dès 1990. Toutes étaient mineures au moment des faits. Brunel est finalement mis en examen en 2021 pour viol sur mineur de plus de 15 ans. En détention provisoire à la prison de la Santé, il est retrouvé mort dans sa cellule en février 2022, pendu lui aussi. Publiquement alors, c'est de la panique. Tous ceux qui connaissent le couple Epstein-Maxwell montrent publiquement leur regret de les avoir fréquentés. Certains gardent une certaine mesure. Tous ne sont pas impliqués dans les activités criminelles d'Epstein, comme Bill Gates par exemple, même si son nom apparaît dans le répertoire d'Epstein. Il affirme n'avoir aucun lien, ni pro, ni perso avec lui. Ils se sont juste rencontrés une fois, mais rien de plus quoi. Pourtant, dans la foulée, la femme de Bill Gates demande le divorce. En 2019, à peine 3 mois après la mort d'Epstein, Virginia prend aussi largement la parole, l'exclave sexuelle du couple Epstein-Maxwell. Et cette fois, elle balance tout. Notamment, un nom qui va faire frémir la famille royale britannique.
celui du prince Andrew, à qui elle affirme avoir été soumise plusieurs fois. Contraint de s'exprimer publiquement sur l'affaire, il dit que tout cela n'est jamais arrivé, qu'il n'a aucun souvenir d'avoir rencontré Virginia, malgré l'existence d'une photo le montrant à ses côtés. La justice américaine le met alors en examen pour viol. Un accord à l'amiable, soldé par 14 millions d'euros versés à Virginia Roberts, lui font échapper au procès. Par contre, Elizabeth II, sa mère, qui a tout raqué, lui enlève tous ses titres, ses privilèges et décorations même militaires. Bye bye Andrew, blacklisté complètement de la famille, et c'est bien fait pour toi. Pendant ce temps, le FBI a enfin localisé Ghislaine Maxwell. Eh ben il était temps. Elle est arrêtée le 2 juillet 2020 dans un petit village rural. 3 voitures et 12 agents du FBI encerclent sa maison. Elle tente de fuir par la porte arrière, mais elle est très vite encerclée et elle est interpellée. Après presque 1 an de fuite, qu'elle aura réussi du coup à faire, elle est inculpée pour trafic de mineurs et risque 35 ans de détention. Sa libération sous caution est refusée de nombreuses fois. Yes. Mais malgré les sommes toujours très élevées que les avocats proposent pour qu'on la libère, elle est incarcérée dans l'attente de son procès pour trafic sexuel de mineurs. Bon, évidemment, des mesures sont prises pour assurer sa sécurité et éviter qu'elle se suicide. Son procès s'ouvre le 4 décembre 2021 et vous allez me demander, mais Léo, c'est quoi sa défense en vrai? Comment elle va se défendre? Elle va plaider l'innocence pour tous les chefs d'accusation. Il n'y a aucune vanne. Elle va dire c'est pas vrai. Tout ce qu'on dit, toutes les preuves, il y a eu les archives photos, pas vrai. Bon, en 3 jours d'audience, oui, elle ne révèle absolument rien, ne donne aucun nom, aucune explication et nie absolument tout. Bon, le 28 juin 2022, elle est reconnue alors coupable de complicité et de trafic sexuel. Elle est condamnée à 20 ans de prison. Elle reste à ce jour l'unique condamnée de l'affaire Epstein. Ses avocats accusent la justice de prendre Ghislaine Maxwell pour un bouc émissaire, de lui faire payer des actions commises par Epstein. Ils vont jusqu'à mettre en cause la véracité des témoignages et la motivation des plaignantes. Le 26 juin 2002, son avocat déclare qu'elle est placée à l'isolement car elle présente des risques suicidaires. Elle ne pourra demander à sortir sous condition qu'à partir de 2037. Elle a encore un bout de chemin à faire. La justice et les journalistes, eux, ne lâchent rien non plus. Avec le soutien de certains élus, une demande est faite à l'administration de rendre public le dossier en 2025. Mais vous allez me dire, mais Léo, qui dirige le pays en 2025? Trump. Mais et qui promettait lors de sa campagne présidentielle de révéler l'entièreté des dossiers liés de l'enquête? Trump. Mais au moment venu, bon évidemment, vous connaissez un petit peu Trump, l'administration fait jouer tous les moyens légaux pour ne pas les révéler, au moins pour retarder leur déclassification. Une déclassification qui révélera peut-être les noms emportés par Epstein dans sa tombe. C'est celui de tous ses complices, tous les consommateurs du réseau criminel, tous les témoins silencieux en fait. Bref, pas mal de beau monde, mais aussi celui de toutes les victimes. Et le fait que l'administration américaine tarde à rendre public le dossier ne fait qu'alimenter en vrai les rumeurs. En octobre alors 2025, Trump, interrogé, affirme qu'il pourrait gracier Ghislaine Maxwell dans le cas où la question se poserait. C'est-à-dire, en gros, lever sa peine, quoi. L'annonce, bon évidemment, vous l'aurez deviné, fait un énorme scandale. Mais alors, et tout le monde se demande alors, est-ce que Trump est impliqué dans le trafic sexuel humain de jeunes mineurs? Serait-il, au minimum, un consommateur de ce réseau? Ce qui, soyons honnêtes ensemble, ferait de lui un criminel. Il faut dire que le gars ne s'est jamais en vrai caché quant à son obsession pour les femmes. En 2005, en coulisses, il disait à un animateur télé exactement ceci: je suis automatiquement attiré par les belles femmes, je les embrasse tout de suite, c'est comme un aimant quoi. Je n'attends même pas, et quand vous êtes une star, elle vous laisse faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les attraper par la chatte, ce gars est au pouvoir et gère un pays. On le rappelle quand même, on est sur des vannes, c'est pour dédramatiser un petit peu la vidéo, pour pas qu'on soit constamment en dépression, mais il faut faire quelque chose. Et personne ne fait rien, c'est absolument déprimant. Des propos passés inaperçus. Jusqu'à ce qu'il soit révélé le 7 octobre 2016, en pleine campagne présidentielle américaine. À l'époque, la diffusion des images a provoqué une vague de hashtags, notamment le hashtag #PussyGrabsBack, un hashtag pour dénoncer les agressions sexuelles et aussi sexiste. Bon, quand l'opinion publique et quelques élus réclament l'ouverture des dossiers Epstein, Trump joue une autre stratégie lui. Il relaie sur ses réseaux officiels des théories qui soulignent la proximité de Bill Clinton et Epstein. Il avance même la théorie selon laquelle Clinton serait impliqué dans la mort d'Epstein, afin d'éviter des révélations compromettantes à son sujet. Dans la même journée, Lynn Payton, haute fonctionnaire de l'administration Trump, relaie aussi une théorie à ce propos. Elle insinue dans une publication Instagram que Hillary Clinton est responsable de la mort d'Epstein, sans aucune preuve. Mais ça ne suffit pas à noyer le poisson.
Les soupçons et les accusations pèsent toujours sur Trump, et les dossiers sont loin d'avoir révélé tous leurs secrets. En janvier 2024, la pilote du jet privé de Epstein, Nadia Marcinkova, est portée disparue. L'affaire semble tout de même pavée de morts étranges, soudaines et de disparitions inexpliquées. Les documents sont aussi révélés et alimentent encore plus la théorie d'un Epstein au service des renseignements. Un média russe montre qu'il entretient entre 2014 et 2015 des relations avec Sergei Belyakov. L'homme est un ancien vice-ministre russe. Epstein lui aurait apparemment apporté des conseils en économie. Mais c'est en 2025 que la bombe est sur le point d'éclater. Le 10 juillet 2025, le The Wall Street Journal rend publique une lettre à caractère sexuel écrite par Epstein par, roulement de tambour, Donald Trump. Une lettre écrite dans un livre pour le 50e anniversaire de Jeffrey Epstein. Un document de 2003 signé par tous ses proches, concocté en surprise par Ghislaine, la fameuse. Jeffrey, l'idée derrière le livre était simplement de rassembler des histoires et de vieilles photographies pour te rappeler des lieux, des personnes et des événements différents. Des messages plus qu'explicites qui offrent un aperçu de la vie de Epstein et de ses proches. Le sexisme y est régulier, les allusions à l'obsession d'Epstein pour le sexe est aussi hyper constante là-bas. Des dessins obscènes aussi sont remarqués là-bas, des photos aussi qui reflètent la véritable personnalité de l'immonde Jeffrey Epstein. En page 156 d'ailleurs, Jeffrey Epstein apparaît aux côtés de 2 hommes et d'une femme au visage flouté. Il porte un chèque de près de 20 000 € signé par Donald Trump. La légende de la photo indique aussi que le montant servira à acheter une femme totalement dévalorisée. Comment ça, une femme totalement dévalorisée Et parmi les 238 pages de ce document, il y a cette fameuse lettre de Trump. Sur sa lettre en question, une silhouette de femme nue porte la cigarette de Donald Trump au niveau de son pubis. Accompagné de ces mots, nous avons certaines choses en commun, Jeffrey. Un ami est une chose merveilleuse. Joyeux anniversaire. Que les jours à venir deviennent eux aussi de magnifiques secrets. Bon, pour rappel, il était déjà censé ne plus fréquenter Epstein, de ce qu'il disait apparemment. Donald Trump, lui encore, nie en être l'auteur. Lui dénonce un pur canular des opposants. Le porte-parole de la Maison-Blanche annonce même être favorable à une expertise de la signature de cette lettre. Prouver que Trump n'en est pas l'auteur en fait. Et Trump n'est pas le seul homme politique américain à avoir signé le livre. Bill Clinton écrit aussi quelque chose. N'est-il pas rassurant d'avoir duré si longtemps à travers toutes ces années d'apprentissage et de connaissances, d'aventure et d'avoir toujours conservé votre curiosité enfantine, votre volonté de faire la différence et le réconfort de vos amis. Alan Dershowitz, l'avocat qui le défend en 2008, laisse aussi un message. Une image détournée de Nicole Kidman à la une de Vanity Fair. Sur le visage de l'actrice, il est écrit ceci. Vas-y Jeffrey, consomme-moi, Jeffrey, enivre-moi Jeffrey. Un autre proche d'Epstein, qui n'a pas signé, se souvient des soirées à inspecter les dortoirs des filles au lycée. Et d'une autre soirée au cours de laquelle ils ont condamné une escort girl entre amis et l'ont regardé avoir des rapports avec l'un d'eux. Ce livre d'or est sinistre et hyper dérangeant. Non seulement il offre un aperçu de l'appétit sexuel de l'homme, de Jeffrey Epstein et de tous les autres en fait, mais il témoigne aussi de ses amitiés étroites avec des gens riches et puissants en 2003. Ce document est presque à lui seul la preuve par des textes et des images de ce que beaucoup soupçonnent depuis longtemps. Les abus sexuels d'Epstein étaient connus de tous, y compris par des gens puissants qui ont eu participé eux-mêmes, ou qui ne les ont pas dénoncés. Toujours en 2025, d'autres documents paraissent et continuent d'alimenter la théorie des liens d'Epstein avec des services secrets. Des mails entre Epstein et un officier de renseignement militaire israélien, Yoni Koren. Il révèle que l'homme séjourne à plusieurs reprises dans l'appartement d'Epstein entre 2013 et 2016, et aussi que Epstein, lui, effectue des virements bancaires. La pression pour la déclassification intégrale des dossiers est de plus en plus forte. Face au bras de fer, le 19 novembre 2005, Trump signe l'accord de déclassification, la loi de transparence des dossiers Epstein. L'objectif de cette loi est de garantir la transparence sur ce dossier d'abus et d'agression de presque 1000 mineurs. Les dossiers révéleront-ils alors pour autant la vérité attendue de tous ? En 2025, la famille de Virginia Roberts, devenue épouse Guy Fur, annonce son suicide. Cette femme qui s'est battue pour la vérité
pour dénoncer un système qui permet aux puissants d'exploiter et d'abuser de femmes en toute impunité, d'enfants même d'à peine 13 ans. Son frère, Sky Roberts, déclare qu'elle s'est battue pour chaque survivante réduite au silence, mise en doute ou même rejetée, et qu'elle n'a jamais reculé, même lorsque le monde a tenté de la briser. Car des gens brisés, il y en a un paquet en vrai dans cette histoire. Pourtant, le père de Virginia exprime des doutes quant au fait que sa fille ait mis fin à ses jours elle-même. Il pense que peut-être a-t-on cherché à la faire taire. Enfin, en janvier 2026, le rapport d'enquête est rendu public par le ministère de la Justice américaine. 3 millions de pages de dossiers, 2000 vidéos et 180 000 images divulguées progressivement en plusieurs parties et sur plusieurs semaines. Bon, étrangement, de nombreux noms sont masqués. Celui des victimes, et en vrai, on le comprend plutôt. Mais pas uniquement, sans parler des documents qui sont encore sous scellés et ne peuvent pas encore être divulgués, et ceux qui ne sont en ce jour pas encore publiés, le nom de Trump est bien présent dans le répertoire d'Epstein, parmi beaucoup d'autres. Mais en réalité, aucune trace compromettante ou de preuve de l'implication de Trump dans les affaires criminelles d'Epstein. Ce qui est étrange en vrai, c'est qu'en 2019, des documents déjà rendus publics contenaient le carnet de vol de Lolita Express. Parmi les noms, celui de Trump. En 1997, il a voyagé à bord de l'avion privé d'Epstein entre la Floride et le New Jersey. Virginia, elle, affirmait que Epstein lui avait confié être un bon ami de Trump. Mais elle ne les avait jamais vus ensemble et avait témoigné sous serment ne jamais avoir eu de relation sexuelle avec Trump. Résultat, aucune mise en accusation de Trump, aucune preuve. Mais serait-elle alors dans les documents encore sous scellés ? C'est ce que le monde actuellement soupçonne, que l'administration Trump retarde par tous les moyens possibles le moment où la vérité explosera au grand jour. Dans le dossier, des rapports du FBI signalent même des accusations d'agression sexuelle contre Epstein. Des accusations malheureusement jamais corroborées qui n'ont jamais conduit à des enquêtes. On y trouve aussi des témoignages de soirées qui se déroulaient chez Epstein. Et la nature de ces soirées n'est jamais réellement précisée. Et combien de noms sont encore cités dans ce dossier ? Michael Jackson, Mike Jagger, Bill Clinton, Diana Ross, Bill Gates, l'ex-premier ministre israélien, Ehud Barak. Et pas que des noms, des photos aussi, complètement au calme dans le jacuzzi. Bon, pour certains, on le savait, pour d'autres, en vrai on le découvre, on est assez étonné. Michael Jackson, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faisait là ? Bon, attention, je le répète, les noms cités ne prouvent rien quant à leur implication dans d'éventuels crimes. Pour rappel, tous les invités du couple d'Epstein-Maxwell ne consommaient pas, en fait. Certains passaient pour le dîner en n'ayant pas connaissance de ce qui se passait. Ils passaient juste pour la soirée, quoi. Bon, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'autant de témoins potentiels qui n'ont rien dit, sans mentionner la consommation de stupéfiants qu'il y a pu avoir là-dedans. En gros, personne ne veut avoir son nom dans le dossier Epstein. C'est la panique totale chez tous les attachés de presse et les community managers. Les Clinton désactivent même les commentaires sur leur réseau, dites-vous. Bon, parmi les noms français, celui de Jack Lang. À l'instant où je vous règle les amis cette vidéo, je viens d'apprendre qu'il vient de démissionner d'ailleurs de son poste de directeur de l'Institut du monde arabe. Il se défend et dit en gros qu'il assume avoir fréquenté à une époque où rien ne laissait supposer les faits. Sa fille aussi, Caroline Lang, apparaît. L'ancienne patronne de Warner Bros d'ailleurs semblait entretenir des échanges financiers avec Epstein. Des échanges entre des sociétés basées dans les îles Vierges américaines. Alors vous avez compris, de véritables paradis fiscaux quoi. Elle est même sur le testament financier d'Epstein pour 5 millions de dollars signé par elle 2 jours avant sa mort. Mais vous allez me dire, pourquoi ? Stephen Hawking est aussi cité dans les papiers d'Epstein. Il aurait participé à une orgie avec des mineurs. Mais en vérité, les journalistes qui dépouillent encore à ce jour les milliers d'archives n'ont pas de liste précise et complète des agresseurs. Ils estiment même que les documents, au final, ne révèlent rien de plus que tout ce qui a leak depuis le début en fait. Rien de plus que tout ce que l'on savait déjà en soi. Jusqu'à 97% des documents reçus du ministre de la Justice étaient déjà publics en réalité. Aucun élément susceptible d'améliorer la transparence ou la justice pour les victimes quoi. Bon, face à ce mépris, les accusatrices, exaspérées, affirment publiquement qu'elles vont révéler leur propre liste. Il y a tellement d'infos dans cette affaire, le sujet est tellement complexe et d'actualité surtout que de nombreuses infos seront sûrement parues entre le moment où je vous raconte ça et celui où vous regardez cette vidéo. Bon, je ne sais pas honnêtement si vraiment un jour on aura l'entière vérité sur cette affaire tentaculaire et je ne sais pas du tout
ce que vous en pensez de tout ça. Évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous voulez une suite dès qu'on a plus de news sur l'affaire. Personnellement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de noms qui reviennent autour d'Epstein, qui sont quand même assimilés à des accusations sexuelles. Le truc triste dans tout ça, en fait, et c'est une chose qui est assez évidente, sa mort, qu'il se la soit donnée lui-même ou non, permet en fait de protéger beaucoup de gens placés. Pour moi, les amis, il est déjà temps de vous laisser. Sujet très lourd, sujet sensible, qui a été très dur pour moi. J'ai dû faire plusieurs pauses parce qu'en fait c'est tellement impensable qu'un humain arrive à provoquer autant de malheur autour de lui et à des personnes qui n'ont absolument rien demandé et qui voulaient juste réaliser leurs rêves. Ne restez pas déconnectés trop longtemps les amis. Je sais pas si vous aimez, aimer n'est pas le bon terme, mais si vous appréciez de cette façon connaître ce genre d'affaires. Est-ce que je le raconte de la bonne manière? Est-ce que vous êtes encore là? N'hésitez pas à commenter. Câble type C pour les gens qui sont encore là, comme ça je serai un petit peu carré jusqu'à la fin, qui est encore là. La chaîne est assez variée, vous le voyez en termes de contenu, on a du paranormal et des affaires comme ça. Est-ce que le contraste est bien ou mal? Dites-moi, j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. J'espère que vous arriverez quand même à passer une bonne nuit, à vous détendre après cette affaire sordide. N'hésitez pas à faire autre chose, à sortir dehors, à faire un truc un peu plus cool que rester dans cette déprime tout simplement dans laquelle je vais être sûrement après ce tournage-là. J'envoie tout l'amour du monde aux victimes et aux familles qui ont souffert de cet homme. Et j'espère un jour que la vérité sera dévoilée, mais je garde espoir.